Dorénavant, l'ouverture de la WWDC d'Apple, c'est au tour de Google d'ouvrir le bal des conférences des développeurs. L'occasion de revenir sur les annonces du moteur de recherche et notamment Android P qui va concurrencer iOS 12. Retour également sur l'iMac qui fête ses 20 ans et les ventes de l'iPhone 10 qui, n'en déplaisent aux analystes, cartonnent. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver ici à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous regardez On refait le Mac chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemac.com. Vous le retrouvez également sur nos chaînes Dailymotion et YouTube. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. En podcast, en une version HD et en une version audio sur iTunes, mais également sur TuneIn pour nous écouter sur les enceintes Sonos. Vous le retrouvez également sur l'application mobile pour iOS, iPhone et iPad ORLM, sans oublier pour l'Apple TV. Enfin, retrouvez On refait le Mac sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter et désormais sur Instagram. Avant de présenter nos invités, je vous le disais dans le sommaire, Apple organise le 4 juin prochain la WWDC, la conférence des développeurs Apple. À cette occasion, nous couvrirons évidemment l'Apple Event en direct ici à 42 dans le grand amphithéâtre. Alors si vous voulez suivre la conférence avec nous en public, suivre la captation de l'émission, mais également suivre la keynote sur écran géant, c'est très facile, il vous suffit de vous inscrire, c'est gratuit, à cette adresse à contact@onrefaitlemacom, contact@onrefaitlemacom, un simple email. Attention, les places sont limitées. En plateau, un consultant en stratégie numérique geek depuis toujours et acheteur, compulsif de tous les derniers gadgets numériques et même ceux avec de l'Android Inside. Stéphane Zibi, bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Je ne peux plus me passer du petit dernier là. Le Huawei. Le Huawei. Il a succombé au P20 Pro de Huawei. Le traite, mais on va en parler tout à l'heure. En duplex, il est certainement le mieux placé pour nous parler des 20 ans de l'iMac dont nous allons développer également pas mal de choses aujourd'hui. Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, mieux que l'iMac, que je vois le plateau aujourd'hui avec Cédric, Rodrigo et Emmanuel coiffé comme Keith Richards, moi j'ai plutôt l'impression d'être dans les années 80. Je pense qu'on va parler de l'IBM PC XT aujourd'hui, ça doit être ça le sujet. C'est le canal historique. C'est le canal historique, on va parler du Commodore VIC 20, souvenez-vous. En duplex, depuis la rédaction de LCI, il est utilisateur d'Android depuis les premiers jours, autant dire qu'il est bon juge pour nous affirmer si le système de Google a rattrapé celui d'Apple. Cédric Ingrand de LCI, bonjour Cédric. Salut, mais on a déjà dépassé les présentations, on est passé à la suite. Alors moi j'avais un Zénith, il y avait un bouton pour passer le turbo. Zénith. J'ai installé mon premier computer dedans, c'était terrible. Bon, en duplex depuis la station OF, non, il est chez lui à Paris, son avion s'est posé suffisamment longtemps en avance pour rejoindre à participer à On refait le Mac, un historique donc de cette émission, on l'a dit, qui se fait rare, il ne jure que par iOS. Et n'est toujours pas convaincu par Android, on doit dire que ça va pas mal troller aujourd'hui. Rodrigo Sepulveda Schultz d'Expon Capital. Bonjour Rodrigo. Alors moi j'avais en fait 256 cartes. Si je vous dérange, vous me le dites. Voilà. J'avais une carte d'extension qui s'appelle une carte MFC, Multifunction Card, de 384K, qui me donnait sur mon premier PC un port série, un port parallèle supplémentaire et de la mémoire en plus. C'était top. Moi j'en avais un peu de E et je vous emmerde. Enfin en duplex depuis la rédaction d'Electron Libre. Olivier. Oui. Oui. D'Electron Libre. Attends, il parle de PC XT dans On refait le Mac, mais c'est une provocation. Enfin, en duplex depuis la rédaction d'electronlibre.info, un journaliste qui n'a pas, lui, publié d'articles, alarmistes sur les ventes d'iPhone 10. Il a dû bien se marrer la semaine dernière lors de la publication des résultats d'Apple qui ont contredit les prédictions catastrophiques des analystes de tout poil. Monsieur Emmanuel Torregano. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, moi j'avais marré la un semaine Texas dernière Instruments à l'époque et c'était vachement bien aussi. Et sinon, concernant ma coupe à la Keith Richards, j'aimerais bien quand même que quelqu'un rachète Gibson, qui malheureusement est sous le Chapter 11, comme vous savez, et c'est très triste pour tous les quadras et pré-quinquas qu'on est tous ici et qui avons vibré sur le son de ces guitares. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle pour notre ami Julien Audara qui va pouvoir faire des économies, lui qui dépense tous ses sous dans des guitares. Le décor est planté. Il va pouvoir tout acheter moitié prix là. Voilà, oui. Que dalle, oui. Allez, le décor est planté, place au chiffre de la semaine. Allez, le chiffre de la semaine, c'est séquence nostalgie, les 20 ans de l'iMac, l'ordinateur tout en un aux allures de bonbons acidulé qui fut présenté par Steve Jobs le 6 mai 1998. Déjà, regardez ces images, cela ne nous rajeunit pas. Steve a sorti les designers d'Apple du formol après des années où les Mac ressemblaient plus à des caisses à savon, en clair, ils ressemblaient à des PC, plutôt qu'au Mac original de 1984.
En quelques mots, Monsieur X, c'est l'ordinateur du renouveau d'Apple qui signe vraiment le retour de Steve Jobs aux commandes d'Apple. C'est l'ordinateur du renouveau, c'était surtout l'ordinateur de l'unique et dernière chance pour Apple de ne pas mourir. Et comme tu sais, c'est facile de le dire 20 ans après, ça s'est extrêmement bien passé, même si moi je pense que cet ordinateur était plus une réussite qu'esthétique qu'une réussite purement fonctionnelle. C'est vrai que c'est un ordinateur qui était une évolution naturelle des Mac de précédents. Simplement, il avait un design digne de celui d'Apple. Il faisait un peu plus rêver. Et c'est vrai qu'avec du recul, jamais un Mac n'aurait été aussi en phase avec l'attente des utilisateurs. Vraiment le premier ordi de la génération Internet, design qui manquait tellement aux ordinateurs d'Apple, simplicité bien sûr, avec l'arrivée de l'USB, on va en parler dans un moment, accès facile au web avec un modem, waouh, 56K. Regardez ce que disait un débutant, un jeune journaliste à l'époque, sur les antennes déjà de LCI. Alors c'est vraiment la réponse d'Apple, enfin c'est peut-être la renaissance d'Apple. Apple allait très très mal, Steve Jobs est arrivé, un peu comme Zorro d'ailleurs. Steve Jobs qui est toujours CEO par intérim, sinon que Apple se cherche plus de CEO définitif, je pense que Steve Jobs est là pour longtemps. Et c'est à la fois, moi j'avoue que j'ai jamais acheté un Mac, j'ai jamais utilisé sérieusement autre chose qu'un PC, j'ai des Apple dans mon environnement, mais j'avoue que iMac me fait quand même pas mal envie, malgré que, on reparlera du prix après. Ça reste une machine qui est faite pour reconquérir principalement les grands marchés d'Apple, l'éducation, il y a plein de choses comme ça dont on reparlera après. Mais par rapport au PC de la rentrée qui sort à 4000 francs, on en reparlera tout à l'heure. Autopromo, Cédric. Le truc le plus significatif de cette vidéo, outre mon côté un peu boy scout, ça va, tu vis bien, Cédric. Regarde, le truc de fou, c'est quand même qu'on avait un invité d'Apple en plateau. Ouais. Le truc pas près d'arriver, ça. Qui aujourd'hui, même dans mes rêves les plus fous, tu vois. Ouais. Tu parlais du prix, tu mettais en doute le prix dans la petite vidéo. C'était un point important. Une machine relativement abordable, $1 299. Il faut compter l'inflation, donc ça faisait à peu près 15 000 francs de l'époque. Il est même tombé sur la barre des 1 000 francs, je crois. Des 15 000 francs. C'est ça des 10 000 francs. Oui. Ouais, je ne sais plus parler en francs. Depuis, Apple s'est un peu perdu, Stéphane, ou même, pourquoi pas Emmanuel, puisqu'il n'a pas encore parlé, avec une tarification beaucoup plus premium. Et il est plus difficile aujourd'hui de vendre 6 millions d'un Mac, comme du temps des premières générations, qui était un ordinateur relativement abordable, Emmanuel. Oui, c'était un ordinateur abordable, si on veut. Ça a toujours été quand même relativement haut chez Apple, les prix, donc de toute manière. On est loin de l'iMac Pro quand même. Oui, bien sûr, mais pour moi, alors, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Mister X là-dessus. C'est-à-dire qu'en effet, c'était pas une machine révolutionnaire sur plein de points, à part la démonstration que Steve en avait fait, où vous avez un seul câble à brancher, c'est l'électricité, puis après tout marche, qui était un peu son grand truc de l'époque. Mais là où, en effet, tu as totalement raison dans ta présentation, c'est que c'était enfin un ordinateur qu'on n'avait pas honte de montrer. Et ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'en effet, un ordinateur jusqu'à présent, c'était les beiges, les ordinateurs beiges, les grosses boîtes beiges, qui passaient au bout d'un moment plus de temps sous les tonnes de papier qu'on mettait dessus et la poussière que sous les mains des utilisateurs. Et c'est vrai que l'iMac, ça a été un peu le début mais attendez, un ordinateur, quand même, ça peut être aussi joli et on peut le mettre dans la chambre d'un étudiant. Les femmes peuvent aussi s'y intéresser, ce qui était quand même assez nouveau. Moi, pour avoir un peu vécu le début de cette informatique-là, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Ouais, donc l'iMac, ça a popularisé, ça a démocratisé, voire ça a même féminisé l'informatique. Et en effet, ça a changé la face de cette industrie. Emmanuel a raison, c'est le premier ordinateur. On oublie à quel point les PC étaient moches quand même à l'époque. Et quand je dis les PC, c'est... T'as bien changé, Cédric. On était tous, je pense, dans des rédactions papier à l'époque où il y avait des Macs. Et dans l'ensemble, c'était quand même pas beau. C'était quand même des gros blocs beiges qui n'avaient absolument aucun intérêt. Donc moi, je me souviens, il y a quand même une espèce de choc. On savait que l'intégration de tout ça arrivait. Et d'ailleurs, ça ne se passait pas que chez Apple. Moi, je me souviens, à cette époque-là, la même année, Panasonic avait fait une machine où, en gros, ils avaient fait le premier iMac tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais avec un écran plat, mais en intégrant des technologies de portable à l'époque. Le Spartacus. Non, ça c'était Apple, ça, le Spartacus. Non, mais... c'était Apple, monsieur. Non, le truc de Pana était très beau, mais ça coûtait un rein à l'époque. Comme le Spartacus. C'est le prix d'un iMac Pro, en gros, aujourd'hui. C'est vrai que la simple intégration, et moi j'adorais la poignée
sur l'iMac, poignée, pour le soulever et le mettre ailleurs, même si aujourd'hui, avec le recul, avec un truc à tube cathodique, ça n'a pas de sens, bien sûr. Mais ça faisait partie de l'esprit friendly, hein, grand public. Le Mac 128K avait aussi une poignée déjà. Voilà, ça reprenait les codes graphiques il fallait esthétiques du premier Mac en 84. La souris de l'autre main, enfin, tu vois, c'était un peu compliqué. Et juste un mot. À l'époque, je me souviens très bien quand j'ai revu les images. Tu avais 5 ans à l'époque. Voilà, exactement. Hein, quand on avait des Sony, des IBM. Non, moi pas. Non plus. Bah, désolé, mais j'avais ça. Donc ça. Et en fait, pour moi, quand je repense à ces couleurs-là, c'est quasiment une forme de voilà, pour attirer le regard. Il dit voilà, on revient dans la Dragibus. C'est vraiment un produit. Exactement. Le premier ordinateur grand public, vraiment grand public, avec les codes du grand public. Ouais. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas encore journaliste dans la presse high-tech, mais je me rapprochais tout doucement. On voyait même les codes de l'iMac arriver dans des produits de grande consommation. C'est-à-dire le translucide. L'iMac a lancé la mode du translucide, on le trouvait partout, c'était assez rare. Ouais, pour être. Oui, mais alors, est-ce qu'on peut aussi pointer les exagérations? C'est-à-dire que dans la mode translucide et Yumi, Bonbon, donc le premier avec les 5 couleurs et tout, mais il y a quand même aussi des iMac Flower Power qui n'étaient quand même pas une super bonne idée non plus. Ils ont exploité le filon jusqu'au bout, monsieur. Ils ont été vraiment trop loin à un moment. C'était une machine qui devenait extraterrestre d'un point de vue design. Devine qui c'est qui la vendait, qui venait faire la promo du Flower Power? Monsieur X. Allez, répondez aux accusations et aux. C'est vrai qu'à l'époque, vous avez poussé le concept up loin, vous avez décliné l'iMac jusqu'à l'infini. Hein. Ah bah, autant que se peut, avec une déclinaison... Prenez votre argent, nous prenons votre argent. Oui, alors d'abord sur cette déclinaison, hein, c'est du marketing grand public classique qui n'a pas été inventé par Apple. Regardez, il bave. Marketing grand plutôt public. par d'autres industries, que ce soit l'électroménager, etc. La déclinaison par les couleurs, les séries limitées. Le Flower Power, c'était vraiment une série limitée aussi pour créer l'actualité. Ouais, et puis c'est pas hyper bien vendu non plus. Hein. Ah non, c'est clair. On pourra parler, si tu veux, au moins chez Apple France, ce que je connais de la fin de l'iMac, il y aura des choses à dire. Et puis, il y aura même une déclinaison à la fin dont on parlera peut-être pas aujourd'hui parce qu'elle en vaut pas la peine, mais qui a prouvé que vraiment le concept a été décliné jusqu'au bout de la corde. C'est le E-Mac avec un E, qui était la version plus tard dite éducation de l'iMac, un espèce de tout en un. Un réacteur. Voilà, un peu translucide pour les écoles qui avaient grossi, hein, avec un plus gros écran et qui ressemblait à une tête d'avion d'Airbus ou de Boeing. Ça a été, on va dire, une mort pas très glorieuse parce que ce produit reprenait les codes de l'iMac, mais n'avait absolument plus en fait l'attirance que représentait l'iMac original. Donc c'est sûr que la déclinaison, ça a été jusqu'au bout, jusqu'à l'overdose. Oui, et puis ce qui a un peu perturbé effectivement, et tu en parlais un petit peu en préambule tout à l'heure, Emmanuel et Cédric, c'était quand même en même moment les tubes cathodiques avaient tendance à disparaître et qu'on aspirait plus à un écran LCD. Apple a attendu jusqu'au dernier moment pour sortir l'iMac G4 avec le fameux écran LCD. Mais là, en termes de tarification, on est passé à un gap bien supérieur, monsieur X. Ouais. Et le succès a été beaucoup moins foudroyant, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis, Apple n'a plus vraiment sorti un iMac très, très, très grand public, hein, on peut le dire, monsieur X. Bah écoute, pas très grand public d'un point de vue... Relativement abordable, dirons-nous, à moins de 1000 €. Voilà, d'un point de vue prix, mais ça, c'est pas spécifique à l'iMac, hein, c'est spécifique maintenant à tous les produits Apple. Par contre, dans l'idée, on en parlera peut-être un petit peu aujourd'hui, hein, la version ensuite de l'iMac dite tournesol, qui était cette demi-sphère avec un espèce de cou de girafe, je sais pas comment. La lampe de bureau, le tournesol, voilà, c'est bien résumé. Ouais. Dans son état d'esprit, au niveau fonction, était très grand public puisque c'était le premier Mac qui intégrait ces fameuses suites avec iPhoto, iMovie, iDVD, iTunes, et c'était la vision de Steve qui était de faire de ton ordinateur, ce nouvel iMac en forme de fleur de tournesol, le centre de ta vie numérique. Et ça, c'était vraiment une vision grand public pour les gens à la maison. Alors certes, les gens avec du pouvoir d'achat bien équipés, avec un appareil photo, un caméscope, etc., mais ça, c'était encore une vision grand public. Maintenant, pour faire des produits comme ça à cette époque, en 2001, on arrive toujours à des prix qui sont des prix entre guillemets Apple. Il faut vraiment le vouloir
pour l'acheter. C'est très très bien vendu, on l'a dit, plus de 6 millions d'exemplaires. Pourtant, c'était comme d'habitude pour un produit d'Apple, et c'était déjà le cas à l'époque, il a été l'objet de nombreuses polémiques. Tiens, on va réveiller Rodrigo. Il va peut-être s'exprimer sur ce point, sur l'absence d'abord à l'époque, scandale de lecteur de disquette, sur l'abandon du connecteur SCSI au profit de la prise USB, oui, l'iMac, et la première machine à être équipée du petit connecteur plat inventé par Intel et qui va le populariser, vraiment. Apple a mis sur orbite l'USB. Pour l'instant, on a échappé en effet à la grande critique quand même que tout le monde a faite à cet iMac. C'était quand même la souris palais de hockey là, qui était et de loin l'appareil le plus détesté d'Apple depuis 15 ans à peu près. Et ils l'ont remplacé. C'est terrible parce que encore la fin de la floppy disk, c'est la première souris pour pouvoir la manipuler, il fallait regarder sa main. Si vous regardiez l'écran, c'était terrible cette histoire. Ouais. C'était un bon concept de design, mais pas du tout un bon concept en matière de... Et puis elle se salissait en 3 minutes, c'était horrible, il fallait à chaque fois la démonter. Pas du tout en termes ergonomiques. Allez, on pourrait parler pendant des heures de l'iMac. Il y a eu par la suite une multitude de déclinaisons. Monsieur X l'a un petit peu éventé tout à l'heure. Allez, si vous êtes 200 à tweeter oui avec l'hashtag ORLM 20 ans iMac, ORLM 20 ans iMac, promis, on vous prépare une émission spéciale. On parlait de polémique à l'instant avec l'iMac, une autre couvait depuis des semaines, voire des mois. Les oracles du web annonçaient des ventes, catastrophiques pour l'iPhone X. Certains annonçaient même à terme un retrait de la vente pure et simple. Et puis patatras, Apple a publié ses résultats la semaine dernière qui sonnent comme un camouflet. Emmanuel, ton sentiment? Alors, mon sentiment est à peu près toujours le même. Il ne faut jamais oublier que les analystes ont des clients et qui répondent la plupart du temps aux demandes de leurs clients. Et vu que les clients n'arrivent pas vraiment à situer ce que ça veut dire la philosophie d'Apple sur le marché du bien électronique, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de leur dire, mais enfin, il faut qu'ils fassent du moyenne gamme, il faut qu'ils fassent du bas de gamme, il faut qu'ils arrêtent de vendre des produits chers parce qu'il y a un moment où le fameux élastique, l'économie, là, elle va finir par craquer et les gens n'achèteront plus. Et donc, ces gens-là se retrouvent dans un vortex où ils essayent de comprendre non pas ce que fait Apple, mais de comprendre Apple selon leur grille d'analyse. Et donc, quand ils voient un indice, le fameux indice, vous l'avez tous lu puisque c'est le même papier, qui était que tout d'un coup, Apple aurait sabré de pratiquement moitié ses commandes chez ses fournisseurs. Voilà, oui, mais je dis bien, je précise pas plus parce que visiblement, c'est de là qu'est venue l'erreur. Oui, la production d'écran, ils auraient acheté moins d'écrans auprès de Samsung. Voilà, tout d'un coup, ils auraient sabré les commandes auprès des fournisseurs. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, les analystes se jettent littéralement sur ce type Emmanuel, pardon, mais quoi de plus normal? Mais c'est incroyable, mais c'est formidable. Attends, juste, je finis. Ouais. Et c'est incroyable. Et vous voyez, on vous avait bien dit, ça ne peut pas marcher. Et après, après, une semaine après, on a entendu quoi? Essentiellement des rumeurs sur l'iPhone SE2, le prochain iPhone pas cher, donc, quand est-ce qu'il arrive? C'est-à-dire qu'encore une fois, on nous a fait un bourrage de crâne sur ce que devrait être Apple et non pas ce qu'est Apple. Alors, le problème, c'est que c'est ce qu'est Apple qui marche et pas ce qui devrait être. Rappelons quand même les chiffres, 52,2 millions d'iPhone, toutes gammes confondues, vendus par Apple au deuxième trimestre 2018, c'est trimestre fisco-américain, donc on est déjà au deuxième trimestre aux États-Unis, contre 50,7 millions l'année dernière pour le même trimestre. Donc les ventes d'iPhone progressent de 1,5 million. Dans un marché qui est difficile. Oui, un marché qui est difficile, qui est saturé. Dans un marché qui est saturé, qui a même tendance à reculer. Alors une précision, on ne connaît pas de la part d'Apple, la source, on ne l'a pas d'Apple, la cote-part égale sur sur ce chiffre de l'iPhone X par rapport aux autres modèles. Seul chiffre, c'est celui de Strategy Analytics qui estime à 16 millions le nombre d'iPhone écoulés. Mais lors du premier trimestre 2018, celui de Noël, contre 12,5 millions pour l'iPhone 8 et 8,3 millions pour l'iPhone 8 Plus. Au total, depuis son arrivée en octobre dernier, ce serait près de 50 millions d'iPhone X qui auraient été écoulés depuis son lancement. Toujours selon Strategy Analytics, comme quoi on est loin quand même d'un flop, puisque Cédric, si tu veux en dire un mot, l'iPhone X reste le modèle de smartphone le plus populaire tout simplement au monde. Il y avait beaucoup de gens qui se posaient la question de savoir si l'iPhone 10 serait déjà le plus vendu des iPhones. Et moi, c'est un truc dont j'étais persuadé depuis le lancement, ne serait-ce que parce que on était sur une plateforme qui, en termes de design, n'avait pas évolué depuis longtemps et tout à coup, il y avait une vraie nouveauté, etc. Même si, de fait, pour des gens qui sont
tu vois, pour les gens qui ont 4 applications en plus des applications système, tout à coup, plus de boutons, tout ça, ça pouvait être un peu repoussant, mais quand même, l'attrait de la nouveauté était le plus fort, de quoi en tout cas contrebalancer c'est pas un souci d'ailleurs, le prix, c'est surtout pas un souci pour Apple, parce que non seulement ils en vendent beaucoup, mais en plus ils sont extrêmement rentables. Donc il n'empêche, Cédric, qu'il n'y a pas eu de super cycle. C'est peut-être ça qui a fait un petit peu peur aux analystes. Oui, il y avait une autre info qui était sortie et qui avait souvent été mal interprétée sur Apple va arrêter la production de l'iPhone 10. Alors en fait oui, mais c'était pour lancer à la place la production de l'iPhone 10.1 et de le décliner en 2 formats, etc. Donc c'était quand même une sorte de marche normale, même si c'est vrai que quand le 8 arrive, le 7 reste en rayon, etc. Mais là, on verra un peu moins de sens, on verra bien. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui, lues de travers ou lues un peu rapidement, pouvaient être interprétées comme un échec ou un demi-succès de l'iPhone 10, qui n'était pas le cas. Quand il y a eu l'iPhone 6, il y a eu à ce moment-là un renouvellement plus important chez les possesseurs d'iPhone, plus chez les nouveaux entrants du modèle. Et donc, il y a eu une espèce de bond du nombre d'iPhone qui a été vendu. C'est l'iPhone qui a vraiment lancé, le 6, j'entends, qui a lancé les chiffres actuels, sur lesquels d'ailleurs Apple a un peu du mal à nouveau avoir une forte progression. C'est ça le problème du super cycle. Sauf que dans cette histoire, il ne faut pas oublier une chose, c'est que iPhone 10 n'a pas été présenté par Cook comme étant le renouvellement de la gamme, c'est le 8 qui a été présenté comme étant le renouvellement de la gamme, mais que le 10 allait être celui qu'on va vous présenter pour l'avenir. Donc le vrai super cycle d'iPhone 10, il est en septembre. Et c'est là qu'il faudra surveiller les chiffres. Est-ce que Apple va faire ou non à nouveau 20 ou 25% comme l'a fait l'iPhone 6, qui avait fait une progression très importante. Là, peut-être qu'il est très possible d'ailleurs que Apple vise ce genre de chiffres pour le renouvellement réel de sa gamme en septembre. Allez, pour conclure, parce qu'on est déjà très en retard et on doit parler d'Android derrière. Oui, non, juste pour pondérer un petit peu, c'est vrai que là, on a donc premier mobile vendu l'iPhone 10, en 2 l'iPhone 8, en 3 l'iPhone 7. Bon, ça va. En 4 l'iPhone 8 Plus, et comme l'a dit Cédric, le 5e, c'est le Redmi 5A de Xiaomi. Ouais. Donc il n'y a même pas de Samsung dans les... On voit l'importance du marché chinois, l'importance du marché chinois. Est essentiellement présent en Chine. La saisonnalité, pardon Olivier, la saisonnalité, c'est que comme le S9 est sorti un peu plus tard, donc déjà les chiffres sont... Oui, vont être bouleversés. Mais... Voilà, où le P20 vont être bouleversés de toute façon. Donc, et c'est vrai aussi que ça correspond à la période où ils ont accéléré la production de l'iPhone 10. Donc, il faut aussi un peu pondérer ces chiffres-là. Ce classement paraît magnifique pour Apple, mais il est peut-être un peu trompeur par rapport à la saison. Sachant que, comme l'a dit Cédric, le premier trimestre de l'année qui correspond au deuxième trimestre calendaire, qui correspond au deuxième trimestre fiscal américain, je suis suivi, n'est pas forcément le meilleur trimestre en termes de vente. Il est normal que la production soit en baisse, puisque avant il y a les ventes de Noël et c'est les meilleures ventes de l'année. Donc voilà, c'est encore un petit peu incohérent là. Parfois, on regardera les autres classements. Voilà, par la manière dont parfois les analystes réagissent, mais encore une fois, a posteriori, il est facile de donner des leçons. Bref, allez, place aux annonces de Google lors de sa conférence des développeurs qui s'est tenue cette semaine. Et l'on commence par la nouvelle version d'Android, Android P, qui aura pour lourde tâche d'affronter iOS 12. Android P adopte la navigation de l'iPhone 10 pour ses 10 ans, pour fêter les 10 ans d'Android. Google a opéré des modifications de l'interface. Ça nous rappelle un petit peu l'esprit de l'iPhone 10 avec la barre de boutons qui reste toujours là, Cédric, mais qui est réduite pour un affichage qui est vraiment plein écran comme sur l'iPhone 10. Et une navigation qui est très proche de la philosophie des nouvelles générations d'iPhone, Cédric. Le souci, ça va être de voir l'implémentation dans des appareils qui ne seront pas pur Android. Parce que chacun fait un peu sa sauce. C'est-à-dire que tu vois, certains vont laisser un bouton, d'autres pas de bouton. Samsung, il y a un bouton. Le P20, il y a un bouton. Le P20, il y a... Oui, un bouton. Oui, on n'utilise pas le bouton. Il y a un bouton. Voilà. C'est-à-dire que chacun fait un peu sa sauce, mais c'est vrai que c'est séduisant. Ouais. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont sur iPhone ne seront pas du tout dépaysés de la navigation sur Android. Ça va quelque part faciliter le switch de iOS à Android, quelque part. Pourquoi pas oui, surtout ceux qui sont sur la génération récente. Ouais. On peut glisser à gauche ou à droite pour accéder rapidement aux dernières applications ouvertes. Donc c'est vraiment la même philosophie. On a lu aussi par ailleurs qu'ils n'en ont pas forcément parlé lors de la conférence qu'il y aurait une meilleure gestion des encoches. Donc apparemment également le phénomène encoche comme sur ton Huawei devrait se propager et devrait être encouragé par Google, puisqu'Android devrait le gérer plus facilement. Est-ce qu'il y a eu un volet concernant Android et la vie privée durant cette conférence, Cédric? Il y a eu des choses sur, comment dire, essayer de... Je sais que c'est un domaine qui est vraiment observé de près depuis le scandale de Facebook il y a quelques semaines. Il y a eu des choses sur, comment dire,
arrêter de t'encourager à regarder ton téléphone toutes les 30 secondes. C'est-à-dire, par exemple, en te donnant un dashboard qui va te donner plus d'infos, plutôt que de te forcer à cliquer sur des notifications, te mettre en Do Not Disturb automatiquement quand tu mets le téléphone écran vers la table, etc., etc. Si on arrive à prévoir l'heure à laquelle tu vas te coucher, se mettre directement en mode à la fois Do Not Disturb, réduire la batterie, etc. Bref, arriver à sortir un peu de l'hystérie de j'ai 400 notifications par jour, donc je regarde mon téléphone 400 fois. Après, pour le reste et pour la vie privée, tu vas sur ton dashboard Google et tu regardes ce qui est partagé, est-ce que tu veux retirer, est-ce que tu veux laisser, est-ce que tu veux backuper, enfin, c'est pas compliqué. Stéphane, en plateau. Ouais, en gros, il y a eu 8 grandes annonces, on va dire ça comme ça. Elles sont toutes liées plus ou moins à l'intelligence artificielle, même totalement à l'intelligence artificielle. Le cœur business aujourd'hui. Et donc pour compléter ce que dit Cédric sur certains exemples qu'il a pu citer, tout ça, ça a un prix, c'est nos données. Voilà, ce sont des fonctionnalités qui vont être géniales, mais ça va être nourri de nos données qu'on va alimenter au fur et à mesure. On va avoir des appareils de plus en plus auto-apprenants. Ça l'est déjà sur certaines fonctionnalités, certaines applis. Mais là, c'est donc la vie privée, même si on a cette protection en Europe avec la RGPD, néanmoins, ils ne vont jamais autant utiliser nos données et nos habitudes pour proposer justement des dashboards qui puissent être les plus utiles à notre quotidien et en gros, bientôt, nous tenir la main pour aller chez le coiffeur, le dentiste ou le barbier, Rodrigo. Ouais. Tu l'as dit, il veut vous simplifier la vie et notamment améliorer l'autonomie. Alors tout simplement, Android sait évidemment quelle appli vous utilisez, quand vous l'utilisez, comment vous l'utilisez. Donc il va par exemple régler la luminosité en fonction de vos usages et vos préférences pour optimiser la batterie de votre téléphone. Et puis on a vu aussi les apps Action qui permettent de proposer une application ou un service en fonction des usages, qui va pousser automatiquement une fonction. Donc là, encore une fois, c'est vraiment le savoir-faire en matière d'intelligence artificielle de Google. C'est assez bien vu. Et puis, tu en parlais, Cédric, Android P, donc la nouvelle version d'Android, veut améliorer le bien-être de ses utilisateurs avec une fonction ne pas déranger assez pratique pour tout simplement tout bloquer, notification. Il suffit de retourner son iPhone, freudien, son téléphone Android et le mettre à l'envers et face contre la table, ce qui est assez pratique. On aimerait bien avoir la même chose sur iOS. Ce serait assez sympa. Disponibilité d'Android P, sans doute à l'automne, normalement, en même temps que iOS 12, qui devrait être le pendant de chez Apple. Un petit mot avec... Les bêtas ont déjà commencé sur toutes sortes de marques de smartphones Android, sauf celles que Stéphane et moi avons en poche. Ouais, c'est-à-dire pas sur le Huawei P20. C'est quand même un progrès. C'est-à-dire que le déploiement des bêtas est plus important que les générations précédentes, les évolutions précédentes d'Android. Pas seulement réservé au Google Pixel, on l'a dit, mais également à Sony, à Nokia, à OnePlus. C'est ça le point faible des mises à jour d'Android, Stéphane, c'est que d'habitude, il faut attendre de longs mois pour que chaque constructeur décide de le déployer. Ça ne dépense pas d'Android. Est-ce que ça ne s'est pas quand même un petit peu amélioré ces derniers temps avec Samsung ou avec Huawei ? Personnellement, Cédric peut le confirmer aussi, on reçoit peut-être un peu plus de mises à jour, mais c'est totalement incompréhensible et surtout, c'est complètement difficile. C'est très difficile quand tu fais des développements d'applications. Voilà, tout simplement. Et là, actuellement, j'en développe une. Dont la cible c'est 75% d'utilisateurs Android, c'est un cauchemar. Voilà. Ouais. Tu as noté toi un progrès, Cédric, quand tu voulais faire bénéficier de ton téléphone ça devient de la dernière version d'Android. On s'inquiète un peu même au moment où on achète un téléphone, c'est-à-dire que d'un coup il y a une vraie demande des gens qui ont déjà eu 1, 2, 3 Android avant et qui disent attendez, moi je veux bien acheter votre truc, mais il faut quand même que vous gériez vos mises à jour et que je ne me retrouve pas à attendre 1 an et demi après la sortie d'un système. D'où certains constructeurs qui en ont fait un avantage concurrentiel. Je pense à Nokia, dont l'expérience est pure Android. Ça veut dire que le jour où il y a un nouvel Android qui sort, vous pouvez faire la mise à jour. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le constructeur vous dise ça y est, j'en ai fait ma petite ressucée personnelle. Ouais, on l'a vu encore une fois en préambule de la keynote, ces évolutions en termes d'interface, c'est aussi pour amener les constructeurs à pas trop rajouter des surcouches graphiques et d'unifier un peu tout ça, et que Google a besoin effectivement d'unification du côté d'Android. Un mot peut-être avec Rodrigo, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé concernant notamment Android, son péché mignon, c'est bien connu.
on parlait tout à l'heure de protection de données. Google a plutôt mis ça sous le tapis cette semaine lors de la conférence des développeurs. Est-ce que tu crois, comme Tim Cook, parce qu'il a clairement dit que la protection de données peut être un argument de vente pour Apple pour écouler des iPhones et favoriser l'émergence d'iOS par rapport à Android? Il y a 3 points de vue. Il y a le point de vue du régulateur, fonctionnaire, activiste, limite tendance Torregano. Ouais. La GDPR est super important. Il répondra tout à l'heure, Emmanuel. C'est ma liberté première, Electronic Frontier Foundation. Ah oui, c'est moi, oui. Ouais. Je connais bien. Et pour ces gens-là qui sont quand même grands comme ça, dans le monde, la GDPR, dans la protection des données personnelles et la directive européenne qui protège un peu plus, c'est indispensable. Deuxièmement, il y a le consommateur final qui, lui, ne fait que ce que lui répète la presse. Donc là, c'est tendance Cédric. On va tous avoir notre truc alors. Qui lui dit « Oh, c'est un scandale! Il y a 84 millions de personnes qui ont été hackées. » Donc ça, c'est ce que dit la presse. Ça, c'est les gens qui lisent la mauvaise presse. Oui, mais c'est les gens qui lisent la presse, quoi, tu vois. Il y a plein de gens qui lisent ce gars-là. Et donc... Ah oui. et donc, quand tu vas corriger cette erreur-là, personne ne va le lire, tu vois. C'est en page 3022, en tout petit, écrit à l'envers. Ouais. Du coup, il n'y a pas du tout 84 millions de personnes qui ont été hackées. On a donné accès à des mecs à de l'information ultra bête, qui est le graphe de data. Ils ont construit une appli et des gens qui ont cliqué. Bon. Tu parles de Facebook et ouais. Du scandale Facebook. Cambridge Analytica. Ouais. Mais par exemple, on oublie de dire que par exemple, 330 millions de comptes chez Twitter auraient, je mets des gros guillemets, été piratés. Même si on n'a pas démontré qu'il y a un leak de données. Mais j'ai le mot de passe. Ouais, il a fallu changer le mot de passe. Le logo en clair de Twitter, c'est quand même une sacrée connerie. Oui, on est sûr. Bon, il y a Twitter, il y a l'autre jour, il y a MyFitnessPal, enfin, en centaines de millions de comptes. Il y a ce que porte la presse, c'est le vol des données, c'est un scandale. On a l'impression d'être sous grand hold-up de Marseille. En fait, il ne s'est rien passé. Et donc, peut-être à ta question, Olivier, peut-être c'est important pour les gens qui ont eu un tout petit peu peur de mettre leur carte bleue sur Internet, comme il y a 15 ans. Tu vois, je vais me faire pirater ma carte bleue. Bah oui. Je vais mettre en fait une équipe de commandos qui va aller dans le sous-sol de ton immeuble, qui va se brancher sur les câbles, qui va détecter le flux crypté ADES, qui va faire tourner ça sur le CRE à l'époque de Polytechnique pour pouvoir peut-être éventuellement au bout de 24 heures retrouver ta carte bancaire s'ils savent ce que c'est. Sachant qu'on peut générer des codes de carte bancaire, ou en tout cas dans le temps, sans faire tout ça. Donc, je crois qu'on fait peur aux gens pour rien. C'est pas un argument de vente pour toi, pour Apple. Bah non. Donc je dirais qu'ensuite, il y a la grande majorité des gens qui s'en foutent, qui se disent « Oui, j'ai compris, en fait, c'est moi le produit. J'utilise des services gratuitement qui me sont utiles, au sens utilité économique. Par exemple, communiquer avec mes copains, je ne paie rien pour ça. D'ailleurs, une étude de Facebook qui est sortie la semaine dernière, ou qui a leaké la semaine dernière, que plus de 75% des gens ne seraient même pas prêts à payer 1 euro pour avoir Facebook sans pub. » Évidemment. Donc, si je ne paye pas mon service, il faut bien qu'il soit payé de quelconque manière. Et la quelconque manière pour développer le produit, pour faire que j'ai dépassé les 50 milliards de chiffre d'affaires en pub, essentiellement mobile, chez Facebook par exemple, il y a des outils, et les outils se font sur la base de données qu'on va capter. Donc, longue réponse pour dire, ouais, non, je crois que c'est de la connerie, tout ça, GDPR. Moi, je suis spammé. On est censé avoir la GDPR pour pas être spammé. Je suis spammé par tous les services possibles imaginables depuis un mois, qui me demandent tous d'accepter la GDPR. Donc, on fait comme les terms and services. On fait yes, plus personne ne lit rien. Ouais. On n'a jamais lu. Paille, hein. Bien, on va s'arrêter là parce que on pourrait consacrer 1 heure d'émission sur la GPRD en version française. RGPD en version française. Mais malheureusement, le temps nous est compté. On passe aux questions Twitter. Première question Twitter cette semaine, celle de Nico, alias Nico FR87 sur Twitter. Allez-vous parler de la barre de son Android TV que JBL vient d'annoncer? C'est vrai que c'est plutôt la déception du côté de la conférence Google I.O. Il n'y a pas eu forcément de nouveautés matérielles, Cédric. Que du soft cette semaine, cette année. Attends, let me think. Ouais, t'as raison, il n'y avait pas de hardware.
Ah bah flûte, hein, je dois m'en apercevoir. ouais. Oui, alors ils ont montré des nouvelles implémentations du Google Assistant, c'est qui maintenant intègre un écran. Mais le Smart Display, on en avait vu aussi avec les Novo notamment. Ouais, c'est ça, il y en avait à CES déjà. Mais tu as raison, il y avait peu de hardware, mais il y a quand même énormément de software et d'intelligence artificielle, ce qui est rassurant pour un événement développeur. Est-ce que c'est le moment où on parle de duplex? Parce que c'est quand même le truc le plus bluffant qu'ils ont montré. Non, c'est pas maintenant. C'est prévu après. Revenons à la barre de son. Revenons juste à la barre de son dont nous parle notre Tweetos. C'est la nouvelle barre de son de JBL, une filiale maintenant de Samsung et de Google qui intègre Android TV et donc Google Home intégré. Donc on pourra parler à sa télé et bénéficier de Google Assistant. Effectivement, c'était présenté cette semaine par JBL, mais pas pendant la conférence des développeurs. Ouais. Moi, j'attends toujours la mise à jour des Sonos One pour avoir Google Assistant à l'intérieur. Sonos, si tu nous entends. Ouais. Parce que Alexa c'est bien, mais bon, on aurait pu peut-être s'attendre à des nouveaux Google Pixel, par exemple, Cédric. Non, parce que les précédents sont encore assez récents. Le Pixel 2 est pas si vieux et il est très bien comme ça. C'est pas, mais leur stratégie hardware, un mot à utiliser avec précaution, est toujours un peu indéchiffrable parce qu'ils font des choses merveilleuses, mais au final très mal distribuées. Ou si vous êtes plus de 200 à tweeter hashtag Google Assistant ORLM, peut-être que je vous invite le responsable de l'intégration de Google Assistant dans tous les produits en Europe. Ah, c'est bien ça. Très bien. C'est très sympa qu'on va dîner avec lui. Bon, très bien. À Los Altos. Mais je ne sais pas s'il pourrait dire grand-chose. C'est très intéressant cette fameuse barre Google JBL. Alors d'abord, parce que moi j'aime bien JBL et je pense qu'ils font plutôt du bon boulot, mais parce que ça semble être en effet prochainement l'archétype du produit que pas mal de FAI pourraient bien sortir dans les prochains mois, y compris celui dont l'actionnaire principal est Xavier Niel. Et donc on est en train plutôt de voir éclore un nouveau type de produit vraiment intéressant qu'on colle sur la télé et qui en même temps sera finalement le futur du FAI qui rentre dans ce monde de l'IA, parce que pour l'instant, c'est eux les grands absents dans cette histoire, même si Orange a proposé des trucs avec sa banque dernièrement et aussi un petit peu intégré dans sa Livebox, mais pour l'instant, ils sont absents de ce territoire. Et là, ils pourraient y rentrer grâce à ce genre de produit-là, et la barre JBL Google, elle annonce assez bien ce qui est en train de se préparer. Oui, et puis là, par contre, ce serait les FAI qui proposeraient leur propre assistant, mais on y reviendra effectivement, on espère, prochainement, lors d'une présentation d'une nouvelle Freebox. Ça commence à faire long, effectivement. Dernière question, celle de Johan Caballero, @Johan Caballero sur Twitter. Hello Olivier, on fait le Mac. Ça vous dirait une émission spéciale HomeKit, en essayant d'aller chercher 2-3 infos sur les futurs produits chez Notatmo, Tado, Twitou, You et compagnie. Et les autres, merci, good job pour ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est prévu dès la semaine prochaine. Donc soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Une émission consacrée à la maison connectée et particulièrement à HomeKit. Allez, on passe au busomètre avec Stéphane. Stéphane, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple? Donc la première, c'est pour l'iPhone 6.1 qui serait équipé d'un écran LCD LG super lumineux. Ouais, donc ce serait l'écran de l'entrée de gamme du prochain grand format de l'iPhone qui remplacerait l'iPhone 7 et l'iPhone 8. En gros, c'est ça l'idée. Voilà. Donc comme on est très pressé, on va aller très très vite. 1000 nits, c'est quand même très lumineux, mais passons, 3 étoiles. C'est très trop lumineux, peut-être. Je ne sais pas comment ils vont faire au niveau de la batterie. Mais bon. C'est déjà le cas du nouveau LG qui est sorti, donc a priori c'est faisable. Alors, deuxième rumeur. On voit un nom qui commence un peu à sortir, donc l'iPhone 10 Plus. L'iPhone 11 Plus, on va aller savoir. 11 Plus, on ne sait pas. De toute façon, là, ça va être un mystère. On va lancer les bookmakers là-dessus. Il y aurait un encombrement proche de l'iPhone 8 Plus. C'est-à-dire qu'on aura un écran d'ordinateur presque bientôt avec lequel on peut travailler, ce qui ne serait pas plus mal pour des gens comme Rodrigo, qui seraient ravis d'avoir cet appareil entre les mains. Troisième rumeur. Alors là, c'est quelque chose en plus qu'avec Cédric, on peut en parler et on serait ravis si ça arrive. Donc l'iPhone 11, je sais pas... Prochaine génération d'iPhone 10. Il y aurait 3 capteurs de photos à l'instar donc du Huawei P20 Pro, ce qui serait extraordinaire parce que franchement chaque jour c'est un délice. Toi, tu as abandonné carrément l'iPhone depuis que tu as la Huawei pour les photos. Pour les photos, c'est pire que le Samsung. Le Samsung ne sort plus de mon sac. C'est plutôt la Samsung que tu as laissé tomber. Le Samsung a été laissé totalement tomber, oui, ça c'est certain. Un petit mot, Cédric. Je viens de passer une semaine dans un pays cher au cœur de Stéphane, et au soleil, et j'ai pris des photos uniquement avec le P20 Pro. Alors c'est vrai que ça a un côté Photoshop automatique. Dès que je vois un visage, je te mets un grain de peau de pêche et tout ça.
Mais au final, j'ai ramené les plus belles photos de vacances de mes enfants que j'ai jamais prises, quoi. Exact. Donc, c'est un truc absolument remarquable. Et en plus, je viens de m'apercevoir qu'en fait, par défaut, je prenais toutes les photos en 10 mégapixels et pas en 40. Donc, maintenant que j'ai switché en 40, ça va être encore plus terrible. Mais t'as plus de place après sur ton téléphone. Ça, c'est le problème. Voilà, ça, c'est un truc. Quatrième rumeur, donc c'est un chargeur USB-C rapide, 18 watts pour les prochains iPhones. on dirait enfin un chargeur rapide. Donc, parce que... je pense que là, la batterie, c'est quelque chose qui est un élément clé parce qu'ils sont de plus en plus puissants et ça se décharge de plus en plus vite. Donc, c'est bien qu'il y ait des moyens pour remédier à la perte de batterie. Parce que ça, c'est... On a mis 4 étoiles parce que ça nous semble véritablement une urgence. Personne n'a la solution, l'explication du pourquoi du retard du chargeur sans fil. C'est inexplicable. Ah, tu veux dire le grand modèle, cher à Monsieur X J'ai oublié son nom, mais oui. Ouais, bah, y a l'Apple PowerPlay. Oui, Voilà. ouais, je sais pas. On attend ça, on attend effectivement pas mal de choses. J'arrive avec un Plux qui ressemble trait pour trait à celui d'Apple. Tu as trouvé sur Indiegogo. Ouais. Et il arrive là, je vous le présenterai bientôt. Sans parler du HomePod qui tarde toujours d'arriver en France, mais passons. Dernière rumeur. Il paraît que les charges sans fil, Abîme. passer une brève, en fait, réduisent la durée de vie des trucs d'au moins de la moitié. Ouais, paraît-il aussi. Il paraît, mais écoute, moi je charge tout le temps sans fil, j'en parlais tout à l'heure dans mon coup de cœur. Et ma durée de vie, pour l'instant, elle est au top, mais ça fait que 4-5 mois que j'ai l'iPhone 10. Je vous dirai ça dans 6 mois. Mais moi, je charge depuis un an. Tu disais te méfier des choses parfois qu'on lisait. Il faut se méfier aussi. Tu vois, et la durée de vie, elle est terrible. Hein. En ça USB. dure pas la journée. Hein. En Lightning. Ah oui, avec un câble. Oui, avec un câble. Oui, mais ça, c'est parce que les cycles de vie de batterie, elles sont ce qu'elles sont. Et dépasser un quota chez Apple, tu tombes dans la réduction de la vitesse, de la fréquence du processeur. Ouais, on va y arriver. C'est sûr. Dernière rumeur, on y arrive. Cinquième dernière, rumeur. pas tout à fait, parce que je vais y venir sur. Il y en a une autre après, mais c'est l'Apple Watch. Il y aurait un brevet déposé par Apple en écran rond. Sans déconner. Ce serait bien. Monsieur Cédric saute de joie. Voilà. on aurait une montre qui ressemble aux autres montres. Ouais, j'y crois pas trop. Moi, on met qu'une étoile. Tu veux dire un petit mot sur une autre rumeur qui n'est pas dans le busomètre, mais qui nous a fait un petit peu réagir, c'est Apple et Condé Nast, qui est un célèbre éditeur de. Oui, du Vogue, du Glamour, du Vanity Fair, de Wired, bien évidemment, du New Yorker, qui est c'est que des magazines très quali qu'on aime tous feuilleter quand on les a entre les mains. C'est quoi cette rumeur en gros alors? C'est plutôt dans la stratégie de diversification des revenus d'Apple et aujourd'hui investir dans les contenus est important. Investir dans la presse quand tu veux diversifier des mais c'est pas n'importe courageux de la part d'Apple, ça me fait mais c'est pas n'importe quel contenu, c'est pas n'importe quel groupe de presse non plus. Ouais. Il y a même une autre brève depuis hier soir qui fait que si on regarde les postings des jobs chez Apple, ils sont en train de recruter des rédac chefs pour faire une newsroom. Ah bah dis donc, moi je sais ce qu'il me reste à faire. C'est ce qui te reste à faire, voilà. Ah oui, mais tu vas perdre ton abattement spécial journaliste par contre si tu vas bosser chez Apple, Olivier. Il aura peut-être Et ta carte de presse. Encore faut-il gagner quelque chose pour avoir droit à l'abattement, mon cher monsieur. Ah oui, c'est vrai. Bref, du côté de Google, Cédric, en un mot, il y a eu quelques annonces par rapport à la presse, une nouvelle monture de Google Actualité. On rebondit sur la rumeur autour d'Apple et Condé Nast lors de Google I.O., donc une fonction baptisée pour vous. Elle pousse des articles basés sur vos centres d'intérêt. Ça rappelle un peu les widget news sur iOS, Cédric. Ouais, si tu veux, sinon que ça risque quand même d'être un tout petit peu plus complet parce qu'évidemment, ils scannent tout. En fait, ils vont rajouter un onglet en plus des onglets de Google News existants en disant, voilà, en gros, on vous fait votre front page à vous. Bon, oui, c'est bien, mais ça change pas le monde, c'est pas grave. À la différence qu'ils ont insisté sur le fait qu'ils voulaient travailler avec un large éventail d'éditeurs de presse pour les aider à... Voilà. Et voilà, c'est ça. Oui, vas-y, Manuel. Sur Google I.O., qui a donc été centré en effet sur les news, sur Android P, qui est une copie d'iOS 11, mais on n'a pas de troll cette semaine. Mais non, mais c'est pas un troll, c'est une copie d'iOS 11. Bon, il ne sera pas moi, je vais le dire autrement. iOS 12, il affronte iOS 11 aujourd'hui, c'est une mise à niveau. Non, ce qui m'intéressait là-dedans, et je suis étonné qu'on ne l'évoque pas, donc je me suis permis de faire une parenthèse sur ce point-là, mais Google, depuis pratiquement 3 ans maintenant, explique que l'IA est au centre, au cœur de Google, que tout se fait autour de l'IA. Là, ils n'ont parlé que de ça encore avec Google I.O., mais on ne sait toujours pas comment ils vont gagner de l'argent avec ça. Moi, je trouve ça toujours assez étonnant. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que Google... Quand ils ont démarré le moteur de recherche, ils n'avaient pas de modèle non plus. Ouais, c'est juste une question. T'inquiète pas pour eux. Ils ont passé je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas trouver. On vend de la pub, t'inquiète pas. Mais
Mais comment est-ce que tu fais pour vendre de la pub aussi efficacement avec notamment des enceintes connectées, par exemple? Là, moi, je vois pas. Comment est-ce que tu fais pour vendre de la pub quand tu vas parler et à peu près avoir uniquement du prédictif sur un smartphone, alors que c'est pas ça leur métier. Et leur métier n'a jamais été celui-ci, comme d'ailleurs c'était pas d'acheter des robots qui faisaient des bons militaires. C'est pas du tout ça. Leur métier, c'est en effet de vendre du AdWords et c'est 95% de leurs ressources. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique qu'ils ont le temps, que ceci, que cela. D'accord, ok, très bien, mais comment ils font? C'est quand même vachement important. C'est la deuxième plus grosse entreprise du web, de nouvelles technologies du monde, et on ne sait toujours pas comment elle va gagner de l'argent 3 ans après la présentation de ses plans. Moi, j'ai regardé un petit peu Google I.O. en me disant à chaque fois, là, quand même, ils vont finir par nous exexpliquer un peu comment est-ce que ça va fonctionner. Eh bien non, à aucun moment. Réponse de Stéphane Zibi à la fois étrange. Non, mais ils ont passé les 20 premières années déjà à structurer toutes les informations pour devenir incontournables, et ils ont créé des cache machines, dont les AdWords, qui ont besoin de personnes pour être vendus, et ça fait... c'est pas fait en un jour. C'est pas fait en un jour, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, par exemple, dans les fonctionnalités qui ont été présentées hier, il y a ce rendez-vous chez ton coiffeur. On va le présenter dans un etc. instant. Bien sûr, donc voilà, donc on va en parler. Il y aura bien des gens qui vont être sponsorisés et qui vont dire, tiens, voilà, j'ai besoin d'un rendez-vous chez le médecin. Plutôt qu'un autre. Voilà. On va y revenir dans un instant. On continue sur les annonces de Google I.O. avec une mise à jour et des avancées du côté notamment de Google Maps, et on parlera effectivement de cette avancée étonnante, vous verrez, des assistants personnels. Alors avant de parler de Google Assistant, on va parler d'abord de Google Maps qui se veut plus malin et qui soigne les piétons. C'est une belle avancée, Cédric. Moi, c'est celle qui m'a le plus frappé, à part évidemment Google Assistant. Cette formule de réalité augmentée pour simplifier notamment la navigation des piétons, qui est toujours problématique. Lorsqu'on est à pied, on ne sait jamais dans quel sens on doit marcher, on ne reconnaît jamais la petite flèche. Et ça, c'est très malin. Oui, et puis il y a beaucoup de choses qui sont aussi fondées sur la reconnaissance d'image. C'est-à-dire que comment s'appelle cette technologie où tu sors ton téléphone, ça te fait une reconnaissance visuelle de l'endroit où tu es, du bâtiment, etc. Évidemment, à partir des images qu'ils ont déjà en stock. Oui, ça y est. Pour retrouver un restaurant, pour retrouver un bâtiment. Ça s'est bien vu, l'écran se scinde en deux, une partie blanc, une partie photo. Tu as perdu la boussole et que tu es en train de tourner, tu sais plus si c'est dans ton dos ou devant toi. Ouais, c'est vrai que pas mal. Ouais, mais c'est assez malin. Autre avancée, on l'a vu, c'est Google Lens. Qu'est-ce que c'est en gros, Cédric, Google Lens? C'est une sorte de Shazam de la vie courante, de la vie quotidienne, c'est ça? Et c'est ce que je décrivais là. Évidemment, ça peut être pratique quand tu es dans une ville que tu connais pas, où tu te dis mais où suis-je? Tu as prendre une photo d'un grand bâtiment et on te dit ah bah oui, là vous êtes là, et c'est voilà à quoi ça sert. Mais la traduction aussi, également. Ah ouais, c'est ça. Ça sert à la traduction, ça sert à reconnaître même des aliments, reconnaître des véhicules, reconnaître. C'est là où tu vois, je dis souvent, tu pourrais découper Google en quelques dizaines, voire centaines de startups, et chacune aura un produit déjà vachement intéressant. Mais ça ne sert que le truc global, c'est de te garder dans l'écosystème. Voilà. Il y avait une démo assez étonnante où il faisait une photographie où il filmait c'est intégré à l'appareil photo, c'est ça qu'il n'y a pas besoin de lancer une application. Il filmait une recette, et en gros ça détectait la recette, système de reconnaissance optique de caractère, donc ça la copiait, donc ça n'a rien de révolutionnaire, sauf que ça crée des liens hypertextes automatiquement pour afficher la définition d'un mot par exemple, donc c'est assez étonnant. Et là on voit véritablement dans ce domaine le savoir-faire et la valeur ajoutée d'un Google aujourd'hui par rapport à Apple. Mais ce n'est rien, avant de parler justement de ce qui était quand même le clou du spectacle. Cédric piaffe d'impatience de commenter la démo. C'est bien sûr Google Assistant. Google Assistant se muscle, une démo choc, Cédric, lors de cette keynote. Regardez, jugez plutôt. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. C'est assez étonnant, messieurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette annonce? Moi, ça me semble trop
trop beau pour être vrai. Cette intelligence artificielle, c'est fabuleux, en tout cas si ça marche. C'est tout en même temps. Hein. C'est à la fois de la reconnaissance vocale, de la synthèse vocale vachement efficace. C'est plein de trucs sur ton contexte, le contexte assez fin de ta demande, parce que quand on arrive à négocier les horaires comme la voix artificielle le fait, c'est à mon avis pas mal de recherches un peu anthropométriques, tu vois, sur sur l'interaction des gens. Et c'est pour ça que d'ailleurs tu t'entends l'assistant qui se présente comme ton assistant en disant j'aurais réservé quelque chose pour un client. Oui, il téléphone pour toi. Voilà, c'est ton assistant personnel au sens propre cette fois-ci. C'est absolument, c'est remarquable. C'est à l'échelle, moi, de la première démo de Google Home qu'il y avait quand j'étais à I.O. il y a 2 ans, où de fait, de prime abord, on disait non, mais vraiment, ça va faire ça. Et en fait, ça fait ça même vachement bien. Donc là aussi, Torriano va nous dire, mais il n'y a pas de modèle économique. Non seulement je dis qu'il n'y a pas de modèle économique, mais en plus, je ne vois pas l'utilité. Bon, quand même. Non, mais là t'exagères. Non, j'exagère pas, je ne vois absolument pas l'utilité. Moi, je rêve d'avoir quelqu'un qui prenne le rendez-vous pour moi. Hein. Mais le modèle économique, on le connaît. C'est que Stephen Hawking soit mort, parce que lui, il avait une vraie utilité. Moi, je m'appuie sur les chiffres du marché. Si vous regardez à quoi servent les assistants aujourd'hui, l'immense majorité de l'utilisation de l'interactivité que vous avez avec vos assistants vocaux, à part les 3 personnes ou 4 qui sont là en ce moment et qui sont évidemment plus que des early adopters, c'est pas du tout ça. Les gens ne s'en servent pas pour ça. La première chose dont ils s'en servent, c'est pour faire des minuteurs, pour aller cuisiner. Il ne faut pas oublier que les gens n'ont pas du tout pris en compte le fait. Et est-ce que ça se fera ou pas? Je n'en sais rien. Moi, dans les années 80, Bill Gates, il expliquait que devant son écran, on choisirait la fin de Casablanca. Ça ne s'est jamais fait. Bon, voilà. Il y a plein de démonstrations technologiques comme ça qui sont censées être l'avenir, qui n'ont jamais vu le jour. Ouais. En revanche, les trucs sur lesquels ils avancent réellement sur Google Assistant et qui, moi, m'intéressent vraiment, c'est plus les trucs comme Lens. Oui, c'est-à-dire que la reconnaissance universelle d'une plante, d'un meuble ou d'un truc comme ça, même si ça fait quand même 2 ans qu'ils le présentent et pour l'instant, on ne sait pas très bien si c'est vraiment efficace. Ouais. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils en parlent. Ouais, mais, la comparaison... mais ça a du sens parce que c'est ce que sait très bien faire Google, c'est-à-dire emmagasiner de l'information. Après, est-ce que ça servira à quelque chose ou pas? J'en sais rien. Je pense que je ne suis pas forcément un partisan absolu des assistants vocaux. On a reçu Luc Julia dans cette émission, l'un des papas de Siri, qui lui aussi dit qu'à trop promettre, on crée de la déception, effectivement, et on l'a vu avec Siri, ou même on l'a vu avec Google Assistant dans certaines configurations, mais on est au début d'un process, et il faut penser écosystème, je pense. Et là, Google est au début de la chaîne, les maillons ne sont pas tous déployés, et il faut mailler l'ensemble des objets quotidiens avec du Google Assistant dans la voiture, dans chaque pièce de la maison avec des appareils vocaux, des montres, etc. Idem avec Siri, avec Apple, ils font la même chose. Il y a quelque chose qui se prépare, mais aujourd'hui, en termes de promesses, on arrive, je suis d'accord avec toi, pas encore à évolutionner notre quotidien, mais on sent un potentiel. Le problème, c'est que l'assistant vocal en général, que ce soit par Google ou Apple, qui en plus, en effet, est encore plus sectorisé, donc il est un peu plus déceptif encore que les autres. Le problème de ce truc-là, c'est que l'interface visuelle, l'interface graphique, elle reste beaucoup plus efficace dans 99% des cas. Moi, l'assistance, c'est quoi? C'est un truc dont on se sert quand on n'a pas accès à un écran. C'est ça la réalité. Oui, mais tu avais exactement les mêmes tu avais exactement les mêmes réflexions, souviens-toi, lorsque la souris et l'écran graphique sont arrivés dans le monde de l'informatique en disant mais attends, si je tape pas un code de terminal, c'est pas un ordinateur. Tu avais la même réflexion lorsque le tactile est arrivé, s'il n'y a pas une souris et un clavier, moi je n'utilise pas, etc. C'est une question générationnelle, Emmanuel. Tu verras que ce seront nos enfants qui vont imposer cet usage. Mais on verra, on a rendez-vous dans quelques années. C'est un truc que j'observe in vivo. Oui. 2 enfants de 4 ans maintenant et 5 ans et demi, eux, ils ont tout compris à Google Assistant. Ils ont compris qu'ils demandent la série qui va être déclenchée sur le Chromecast de la télé. Tout ça est d'une fluidité, d'une transparence absolue pour eux. Ils demandent leur playlist Spotify. Enfin, voilà. Et il faut se battre pour arriver à reprendre le contrôle de l'assistant. C'est un problème. Eux, un clavier et une souris, ils ne voient même pas. Pour eux, c'est comme un canard avec une fourchette. Oui. Mais l'assistant est un truc absolument magique. Un petit mot, monsieur. Un petit mot avec Monsieur X sur ce sujet, à la fois sur cette vision de l'avenir, pour rebondir sur les propos d'Emmanuel, et sur la démo assez étonnante de ce vrai assistant qui prend des rendez-vous, qui téléphone pour vous. Merci Google. Alors, la vision de l'avenir proche à laquelle je crois, c'est celle que Cédric développe dans l'usage qu'en ont ses enfants. Mais c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. Hein. C'est exactement comme Siri dans ma voiture avec CarPlay, ça marche extrêmement bien, parce qu'on est dans un set
ou un univers qui est fermé. Moi, c'est ma voiture et faire fonctionner mon iPhone et mon autoradio. Cédric, c'est de la commande de télévision, de la commande de recherche web, de la commande de service, mais c'est de la commande. Derrière, c'est un automate, il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle. Effectivement, d'être capable de s'adapter en temps réel, de reprendre le contexte, je crois que c'est un mot qui a été prononcé par Cédric aussi. C'est ce que nous laisse croire la démonstration avec Google, pour que quelqu'un téléphone à notre place pour ne serait-ce que commander une pizza. Si en face le magasin de pizza dit non, j'ai plus de champignons, j'ai des champignons mais ce n'est pas des champignons de Paris, c'est des shiitake, je suis pas sûr aujourd'hui que l'intelligence de Google ait de quoi s'adapter. Donc ça fait rêver. Pour faire de la commande, ça marche, ça c'est le futur proche. Quand je dis proche, c'est 2-3 ans. Au-delà, s'adapter au contexte, s'adapter à toutes les situations, moi j'y crois, mais combien de temps il va falloir pour que la technologie soit suffisamment mature? Ça, personne ne le sait. Le problème, c'est en quoi le grand public va s'approprier ce genre de produit pour l'utiliser. C'est ça, moi, ce dont je parle. Ce n'est pas le potentiel technologique. Là-dessus, on est tous d'accord. Je ne veux pas paraître comme le sceptique de l'intelligence artificielle. Certainement pas. Dans 15 ans, elles seront certainement bluffantes et encore plus capables de simuler une réaction quasi humaine de l'intelligence, du sentiment, de l'affectivité. Enfin bon, on le sait. Je ne sais pas si on sera encore là dans 15 ans. J'espère pas, de vous à moi. Si on va tous chez le proctologue, selon Rodrigo. Voilà. Mais en tout cas, on sera là j'espère, dans les mois et dans les années qui viennent pour voir si les démos qui ont été faites cette semaine par Google se réalisent dans les faits et si on pourra, d'un coup de Google Assistant ou un coup de Siri, parce qu'on verra la réponse dans quelques semaines, dans 3 semaines, soyez au rendez-vous pour On fait le Mac et notre live, si Apple va répondre la réponse du berger à la bergère avec la réponse de Siri à Google Assistant. Il y a encore du travail parce qu'on sait qu'Apple est plutôt en retard en matière d'intelligence artificielle par rapport à Google. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On passe maintenant à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence par Monsieur X. Très rapidement, je vous ai fait une petite sélection de 5 logiciels de gestion des vidéos que j'utilise, moi, qui sont des hits depuis toujours sur le Mac, mais qui sont indispensables. On vous mettra les URL. Un logiciel chinois, tout d'abord, en français dans le texte, 5K Player, pour télécharger des vidéos YouTube, même si vous n'avez pas le droit. Download Helper, qui est un plugin pour votre navigateur préféré qui fait la même chose mais depuis votre navigateur. MacMKV qui vous permet de convertir vos Blu-ray en fichiers vidéo, ça peut être utile. Handbrake que vous connaissez certainement. Un grand classique. Le logiciel dont le logo est un ananas qui vous permet de convertir vos vidéos de n'importe quel format vers n'importe quel format. Et puis pour finir, le coup de cœur des coups de cœur, VLC qui est un logiciel open source français qui là vous permet de lire n'importe quelle vidéo de n'importe quel format, y compris depuis votre iPhone. Voilà, avec ces 5 logiciels, normalement, depuis votre Mac, vous pouvez faire à peu près tout ce dont vous rêvez avec des vidéos sur votre Mac. C'est indispensable. Merci, monsieur X. De ton côté, Rodrigo, quel est ton coup de cœur cette semaine? Alors, comme tu ne le sais pas, je suis à San Francisco pour Expon Capital 1 semaine par mois maintenant, à regarder l'innovation de la Silicon Valley. Et cette semaine, je suis allé loger chez des amis à San Francisco. Le premier, il a utilisé la version d'avant, c'est-à-dire une keybox. Donc, tu vas sous l'escalier de l'entrée, tu as une boîte dans laquelle tu as un code. Il m'a envoyé le code par texto. Et tu prends la clé physique et tu ouvres la maison. Super, ça marche. Mais je suis passé chez quelqu'un d'autre qui m'a dit « Attends, télécharge telle appli et tu rentres chez moi. » J'ai dit « Ah bon ?» Donc, vous vous souvenez, il y a très longtemps, sur Kickstarter, il y avait un truc qui s'appelait Lokitron et qui sont des poignées de porte télécommandables. Et cette personne, elle avait Auguste. Donc, vous pouvez aller voir sur auguste.com, comme le mot Adote. Et en fait, ça marche super bien. Ça t'envoie un accès à heure fixe pendant 2 jours pour moi. Et ça marche top, ça ressemble à ça. Quand tu t'approches de l'écran, Auguste, de la porte, tu dis « Ah, ça reconnaît la porte, top !» Ici, il me dit « Tiens, l'accès à la porte a été refusé. Moi, quand j'étais là-bas, ça ouvre la porte direct. » Donc, c'est une poignée connectée, ça marche vraiment super bien. Merci Rodrigo. De ton côté, Cédric, ton coup de cœur. Oui, vous connaissez mon quasi-fétichisme pour les casques. Il y en a un qui sort, une nouveauté, mais alors une nouveauté avec des grosses guillemets, parce qu'en fait, c'est une réédition, c'est le Porta Pro de chez Cos, que vous trouvez aujourd'hui en version normale filaire pour, je crois, 35 €, et qui existe depuis plus de 30 ans, mais s'il a réussi à résister au temps, c'est parce qu'il est absolument remarquable.
léger, pliable et avec un son d'enfer. Tu vois plein de gens de radio qui se baladent avec des porte-à-pro parce que ça résiste à tout et que le son est d'enfer. Moi, j'en ai eu un. Malheureusement, je l'ai cassé, mais c'était génial. Il est réédité aujourd'hui, mais en version sans fil, wireless, comme vous le voyez sur ces images. Alors sans fil ou presque, parce qu'ils ont quand même laissé un petit fil arceau que tu te passeras autour du cou, ce qui leur permet en gros de plugger du wireless sur un casque filaire. Le prix du coup est plus du tout le même, hein. C'est quand même aux alentours de $80 aux États-Unis. On attend la sortie ici, mais voilà, c'est chouette de voir des casques qui survivent autant. Merci Cédric. Emmanuel, de ton côté, ton coup de cœur. Alors oui, excusez-moi, donc moi c'était plutôt un coup de gueule qu'un coup de cœur. En fait, j'ai joué dernièrement un peu en retard par rapport à tout le monde sur Apple TV. Et oui, j'ai joué sur un jeu sur Apple TV. Ah, c'est toi? Et j'ai joué à un jeu qui s'appelle Playdead, au ADC, de la boîte qui s'appelle Inside, qui est un jeu qui finalement révèle qu'on peut jouer sur Apple TV. Sauf que voilà, depuis maintenant quasiment 6 mois, on nous promet un vrai bon jeu sur Apple TV, qui s'appelle Sky, je crois. Et bon, on ne le voit toujours pas venir. On a vu 2 vidéos qui étaient censées être des bêtas de ce jeu, donc on n'en sait toujours pas plus. Or, j'attends toujours et je commence à être impatient parce que je pense que oui, l'Apple TV peut être une console de jeu respectable, on va dire, pas forcément capable d'aller concurrencer Sony, Microsoft ou Nintendo, mais elle a quelque chose qui peut être exploité par les bons développeurs de jeux vidéo, comme le montre très bien le Playdead. Tu sais qu'il y a une conférence des développeurs dans 3 semaines. Je dis ça, je dis rien. Stéphane, ton coup de cœur. Oui, Olivier, donc on a vu à maintes reprises que le prix de ces iPhones et autres Samsung et maintenant même Huawei dépassait des montants conséquents. Parfois plus de 1 000 €, 1 000 €, voilà. Plus de 1 300 € pour Apple pour certains modèles. Et que maintenant, c'est quasi systématique. Quand on achète un téléphone à ce prix-là, on le fait protéger dès le premier jour avec un petit film sur l'écran et des coques. Et on essaye qu'ils soient les moins encombrantes, les plus légères et surtout les plus solides. J'en ai testé beaucoup, vous pouvez imaginer. Et là, il y a les dernières de Rhino Shield qui sont jolies. Là. Donc là, il y a pour le Samsung S9 Plus et là pour l'iPhone 10 qui sont légères. Et surtout, on va faire un petit test là. C'est du béton là, je trouve très bien. Hein. Alors, on fait un essai. Plan large, monsieur le réalisateur. Attention, aïe, ça fait mal. Voilà, et on vous dira sur le gros plan tout à l'heure s'ils ont résisté. Non, ils ont résisté. Ils ont résisté. Pour protéger nos petits appareils, voilà, je vous les conseille. Et ils sont plutôt pas chers, on est autour de 30 €. Et oui, et en plus j'ai cru voir sur leur site internet qu'il y avait un code de réduction pour les fêtes des mères, donc si vous voulez faire des cadeaux. Voilà. Et c'est du béton là, c'est un fond vert, mais c'est du béton. De mon côté, également des accessoires pour l'iPhone. Depuis que l'iPhone, et on l'a attendu pendant très longtemps, avec l'arrivée de l'iPhone 8 et l'iPhone 10, j'ai attendu pendant longtemps l'arrivée de la recharge sans fil. Je suis vraiment devenu accro à l'induction, la fameuse norme standard QI, je sais plus, FI, comment dit-on ? Qi, voilà, c'est ça. Mais elle est assez perfectible. D'abord, elle n'est pas très rapide. Ensuite, il faut penser à bien positionner l'iPhone sur sa charge, sur sa base de recharge, sinon il ne se recharge pas et des fois on a des surprises le lendemain matin, le téléphone n'est pas rechargé. Et enfin, moi je cherchais un chargeur où on puisse, pour la voiture, facilement, on pouvait accrocher son téléphone sur un chargeur à induction avec un aimant, et l'induction élément, ça fait pas toujours bon ménage. Bref, je cherchais plutôt un écosystème qui me permet de recharger sans fil aussi bien à la maison qu'au bureau, qu'en voiture. Heureusement, est arrivé, regardez, Up Mobile du français Dexelium. C'est une gamme de chargeurs sans fil qui se décline aussi bien pour une table de nuit ou une table de bureau. Hein, ici, regardez un petit chargeur ici que j'utilise aujourd'hui. Alors, bien sûr, il n'y a pas le câble. Et vous avez pour l'automobile, ils sont là. Une petite grille pour l'aération, hein, voilà, que vous glissez dedans, avec un aimant, et un petit système avec du scotch double face pour la maison, pour le dissimuler sur un mur, sur un frigo, que sais-je, ou pour pas une voiture, encore une fois, regardez, clac, ça s'accroche et ça charge en même temps, c'est assez bien vu. Et pour cela, il faut une coque spéciale avec un petit aimant qui est positionné sur les côtés et pas au milieu pour laisser passer l'induction. C'est assez malin, ça coûte à partir de 34,90 € pour un chargeur et la coque. J'en mettrai un de côté pour monsieur X, je sais que c'est un grand fan de ce genre de choses. Et ça s'appelle Exelium, c'est la gamme Up d'Exelium. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 291e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine émission qui sera consacrée à la maison connectée, plus précisément à HomeKit. Messieurs, bien sûr, vous serez au rendez-vous. Ah oui. Bien sûr.
Enfin, n'oubliez pas le 4 juin prochain, la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple. Elle ouvrira ses portes du côté de Saint-Jager et on sera l'occasion pour nous d'organiser un event pour couvrir évidemment l'Apple Event ici à 42 en direct sur grand écran. Donc, vous pouvez vous inscrire pour nous rejoindre dans le grand amphithéâtre en public. Suivre notre captation en nous envoyant un email tout simplement à cette adresse contact@onrefaitLemac.com contact@onrefaitLemac. Attention, les places sont limitées. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.